Vous savez, parmi les films qui nous marquent, il y a ceux qui nous mettent une baffe, qu'on a du mal à oublier, ceux qui nous touchent au plus profond de notre personne. Il y a aussi ceux que l'on aime chérir car ils nous replongent dans une époque passée. Et puis, il y a cette dernière catégorie de long métrage. Ce sont ces films qui, au-delà de nous marquer au fer rouge, nous permettent de grandir, d'évoluer. Ces films sont si particuliers parce qu'ils peuvent résonner de manière complètement différente en fonction du spectateur, car au-delà de faire appel à notre sensibilité, ils font aussi appel à notre expérience personnelle. Dans mon cas, ces longs métrages se comptent sur les doigts de la main, et parmi eux, ma plus récente découverte a été la trilogie des films Before. Il y a peut-être 2 ans, je découvrais grâce au conseil d'un ami Everybody Wants Some, une comédie feel-good racontant l'histoire toute simple du dernier week-end avant la rentrée d'un groupe de baseball. Pas d'enjeu, pas d'objectif particulier avec ce film, juste les interactions de cette bande de potes. Avec le temps, le film est entré dans mes classiques absolus parce qu'il dépeint pour moi une liberté et une insouciance qui font vraiment du bien. C'est désormais un film que j'aime me mater en boucle tellement les personnages sont tous attachants. Et je vous le conseille vivement, c'est toujours un vrai bonheur de revoir ce film. J'ai alors commencé à voir ce qu'avait fait le réalisateur Richard Linklater dans le passé. Et la première chose qui m'a tout de suite attiré grâce à son concept vu nulle part ailleurs, c'était Boyhood. Le projet est fou, le film est immense. Tourné sur 12 ans, il suit un jeune garçon de son enfance à l'âge adulte, ce qui signifie que nous voyons grandir les acteurs sous nos yeux pendant les 2h30 de film. Un peu comme on a pu le voir auparavant avec la saga d'Harry Potter, ou récemment dans le documentaire Adolescente. J'ai rarement vu un film qui dépeint aussi bien ce que peut être la vie, ses aléas, ses joies, ses peines, ses moments qui nous permettent de changer et d'évoluer. Si je vous ai avant tout parlé de ces 2 films, c'est parce qu'ils apportent 2 éléments que j'aime énormément retrouver. Le premier, que l'on ressent dans Everybody Wants Some, c'est que le film se déroule durant une unité de temps très courte. C'est-à-dire que l'histoire se déroule sur un temps facilement définissable, ce qui force les péripéties à être rapides et du coup au rythme d'être relativement soutenu. C'est un procédé qu'on peut retrouver par exemple dans les films de la saga Die Hard. Le second élément est plutôt opposé au précédent puisqu'il s'agit d'une lente évolution des personnages. C'est quelque chose d'habituellement plus propre aux séries ou aux longues sagas puisqu'il est à mon avis plutôt difficile de faire évoluer de façon crédible un personnage sur un film de 2 heures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est plus difficile de s'identifier à un personnage qui va évoluer suite à un événement dramatique. Je pense plutôt que dans la vraie vie, c'est plus souvent une accumulation d'événements qui vont t'amener à changer la personne que tu es. On retrouve alors cet élément dans Boyhood de façon extrêmement réaliste, puisqu'ici, l'histoire racontée est terre à terre, simple, et il est fort possible que nous ayons une évolution similaire. Après ces 2 merveilleuses découvertes, je suis allé voir ce que la filmographie de Linklater proposait. Et parmi ces longs métrages, il y en avait 3 qui revenaient souvent lorsqu'on parle de ses meilleurs. Before Sunrise, sorti en 1995, Before Sunset en 2004, et Before Midnight en 2013. 3 films avec le même duo d'acteurs, Ethan Hawke et Julie Delpy, qui, comme leurs personnages, vieillissent entre chaque film. Je retrouvais alors ce procédé découvert avec Boyhood d'une histoire qui me dépasse car étalée sur 18 ans. De plus, chaque film a la volonté de se dérouler sur un temps réduit. Une nuit dans Sunrise, une fin d'après-midi en temps réel avec Sunset et une soirée avec Midnight. Je retrouvais alors cette unité de temps que j'avais tant aimée avec Everybody Wants Some. J'ai alors découvert ces films il y a un peu plus d'1 an, et comment dire, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur une œuvre qui semblait vous parler à vous, personnellement, mais qui en même temps te fait comprendre que tu n'as pas encore toutes les clés pour en percevoir tous les aspects, et que c'est uniquement tes expériences personnelles et le temps qui te permettra de comprendre le parcours de certains personnages. C'est ce que j'ai ressenti avec cette trilogie. En 1989, Richard Linklater se retrouve à Philadelphie pour la projection d'un de ses tout premiers films. Durant sa soirée, il rencontre dans une boutique de jouets une jeune femme qui lui plaît et visiblement le sentiment est réciproque. Cette jeune femme s'appelait Amy Leropt. J'écorche sans doute son nom d'ailleurs, désolé. Après avoir un peu flirté, il décide de passer la nuit à déambuler dans les rues de New York, tout en apprenant à se connaître. Pendant la soirée, d'un coup, il lui dit « Hey, tu sais quoi ? Je vais faire un film de tout ça. Je vais faire un film de cette rencontre. » Et il se mettra alors en tête de retranscrire ce feeling dans un film. C'est l'aube du projet de Before Sunrise. Jessie et Céline se rencontrent dans un train. Elle lit un recueil de récits de Georges Bataille. Lui lit All I Need Is Love. De façon tout à fait naturelle, Jessie va briser la glace en engageant la conversation avec elle. De fil en aiguille, ils vont se retrouver à discuter dans le wagon-restaurant. Et c'est là que le miracle se produit. C'est là que la connexion se crée.
En discutant de sujets qui comptent et qui les incitent à se dévoiler peu à peu l'un à l'autre, une étincelle jaillit. Cependant, Jesse est contraint de descendre du train. Il va donc proposer à Céline quelque chose de fou. L'accompagner dans les rues de Vienne afin de pouvoir continuer de passer du temps avec elle. Céline va accepter. Le reste du film va suivre nos deux personnages en train de flâner dans la nuit. Je pense qu'on a tous eu ces conversations profondes tard la nuit avec une personne qu'on aime, à se partager nos points de vue sur le rapport que nous avons avec les personnes qui nous entourent. Parler et être écouté, écouter et sentir que ce que nous dit notre interlocuteur pourrait tout à fait être quelque chose qu'on aura pu dire nous-mêmes. Durant 1h40, Before Sunrise va encapsuler ce sentiment si agréable tout en développant petit à petit la relation entre Jesse et Céline. Cependant, lorsque le soleil se lève, le rêve s'achève et ils sont contraints de se quitter tout en se promettant de se revoir dans 6 mois. Before Sunrise se conclut sur Jesse et Céline, se dirigeant tous les deux dans 2 directions opposées en songeant à ce moment hors du temps qu'ils viennent de passer ensemble. Initialement, il devait même pas y avoir de suite à Before Sunrise. Cependant, 9 ans plus tard, Linklater rassembla Hawke et Delpy afin d'écrire la suite des divagations de notre jeune couple qui désormais ne sont plus si jeunes. Before Sunset prend place dans notre capitale et s'ouvre sur Jesse qui, devenu écrivain, fait une lecture dans une petite librairie. Il y retrouvera Céline et dès lors, tout l'enjeu du film sera de voir où est-ce qu'ils en sont chacun d'entre eux dans leur vie. Et s'ils vont réussir à retrouver la flamme qu'ils avaient 9 ans plus tôt. Car on comprend très vite que leur promesse sur les quais de la gare de Vienne n'a pas été tenue et que 9 années se sont écoulées sans qu'ils aient pu échanger le moindre mot. Ils vont alors rattraper ça dans un film tourné en temps réel, c'est-à-dire environ 1h20. Le souci, c'est qu'une épée de Damoclès plane au-dessus d'eux, car Jesse a un avion à prendre dans la soirée, et il ne peut pas s'éterniser avec elle. Comme on peut s'en douter, leur alchimie ne s'est pas perdue avec le temps, et dans sa conclusion, Jesse refuse de décoller et fait le choix de rester avec Céline. Je reviens 2 minutes sur l'histoire d'Amy qui est assez particulière parce que en faisant ce film, Linklater espérait la retrouver à la projection à Philadelphie. Exactement comme pour Jesse qui espérait retrouver Céline lors de la lecture de son bouquin à Paris. Malheureusement, la réalité ne dépassa pas la fiction puisque Linklater ne retrouvera pas Amy lors de cette projection. Neuf ans plus tard, Jesse et Céline ont la quarantaine et passent un été dans le décor méditerranéen du sud de la Grèce. Mariés et avec 2 enfants, leur couple va cependant être petit à petit mis à mal, atteignant son apogée dans une scène éprouvante de 30 minutes dans une chambre d'hôtel où pour la première fois, leurs aspirations futures vont entrer en collision, ceci entraînant beaucoup de dégâts. De retour dans la vraie vie, l'histoire d'Amy et Linklater compte un dernier chapitre, un épilogue plutôt tragique. Après avoir tenté par tous les moyens de retrouver Amy, Linklater apprend dans une lettre d'une amie d'Amy que celle-ci était décédée dans un accident de moto en 1994, 1 an avant la sortie de Before Sunrise. Donc là, le truc un peu embêtant, c'est que celle qui a inspiré toute cette trilogie, celle pour qui Linklater a réalisé ces 3 films, n'a pas pu vivre assez longtemps pour en profiter. Linklater rendra donc un dernier hommage à sa muse dans les crédits de Before Midnight. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous conseille la vidéo de Jeff Rowan Tenz, qui rentre beaucoup plus dans les détails de cette histoire, donc le lien il est dans la description. Maintenant que j'ai brièvement résumé chacun des 3 films, j'aimerais entrer dans le cœur du sujet. Parce que ce qui fait la sève de ces 3 longs métrages, ce sont les longs dialogues sur des thèmes qui comptent et qui ont véritablement du sens pour tout le monde. Et c'est en écrivant ces lignes que je me rends compte à quel point il va m'être difficile de ne pas bêtement paraphraser ce qui se dit, tellement les dialogues vont droit au but et sont vraiment criants de vérité. La trilogie Before s'étale sur 18 années, et la première chose de notable, ce sont les différentes perspectives sur l'avenir de notre duo en fonction de leur âge. Parce que, je ne vous apprends rien, les projets que nous avons à 20 ans ne sont pas les mêmes que lorsqu'on en a 40. La naïveté que nous pouvons avoir à 20 ans va peu à peu s'estomper avec l'âge, et notre lucidité face au monde qui nous entoure va s'améliorer. Before Sunrise est du coup le film le plus beau de la trilogie, mais aussi le plus naïf, tout comme ses personnages. I always think that I'm still this 13-year-old boy, you know, just doesn't really know how to be an adult, pretending to live my life, taking notes for when I'll, really have to do it. Pour le coup, je peux déjà totalement adhérer à cet état d'esprit. J'ai 21 ans et je me sens comme si j'en avais 18. Le poids des responsabilités n'est pas encore assez fort pour me faire ressentir pleinement comme un adulte. Et je pense que c'est tout à fait normal et qu'une fois que je serai rentré dans la vie professionnelle, tout ça me reviendra dans la face et je suis pas forcément impatient d'y être. Mais, comme va le dire la voyante tête Jessie, You will be alright. He's learning. Et puis,
De toute manière, à cet âge-là, on passe tellement de temps à se projeter dans le futur, à avoir des projets de carrière. C'est d'ailleurs un des premiers sujets qu'ils abordent dans le train. Even as a little girl, they wanted me to think as a future career as a, interior designer or lawyer or something like that. Tu veux faire quoi plus tard ? Comme si l'identité d'une personne se définissait par ses projets, sa profession. Je pense que c'est en partie le cas, mais c'est à nuancer, évidemment. Lorsque le matin se lève et que le rêve s'estompe peu à peu, notre jeune couple est allongé au pied de la statue de l'archiduc Albert, et Jessie va réciter un extrait d'un poème de H.W. Auden. All the clocks in the city began to whir and chime. Oh, let not time deceive you. You cannot conquer time. In headaches and in worry, vaguely life leaks away. And time will have his fancy, tomorrow or today. Dans un film où le temps leur est compté, ils tentent de le stopper. Alors, le temps les rattrape, comme il le fait toujours. Et ce n'est que 9 ans plus tard que leurs interrogations sur le temps ressurgiront, avec beaucoup plus d'amertume cette fois. Je pense que les poids de responsabilité deviennent plus grands, mais que c'est comme un muscle qu'on réussit à développer avec le temps, qu'on commence à y prendre l'habitude et à savoir mieux y réagir. À une époque, ils ne s'en sentaient pas adultes et ils appréhendaient le futur. Désormais, ils sont parfaitement épanouis et se plaisent à être plus vieux et plus posés. I like getting older, I don't know, it feels more immediate. Like I can appreciate things more. J'avoue ne pas encore saisir entièrement le sens de cela, parce que je pense pas être le seul à voir mon avenir comme quelque chose de mouvementé et non comme de posé. Ils vont aussi évoquer le fait qu'ils apprécient beaucoup plus les petites choses de la vie. Et honnêtement, je commence déjà à avoir le même ressenti. Un ami à moi m'avait donné une image que je trouve particulièrement bonne à ce propos. C'est celui d'un grand bocal qu'on va remplir avec les éléments de notre vie. Tout d'abord, avec des grosses boules qui vont représenter ce qui nous prend le plus de temps. Le plus souvent notre profession. Ensuite, pour commencer à combler le vide qui nous reste, on va y ajouter des boules plus petites, qui sont nos hobbies, nos passe-temps. Et enfin, pour remplir le reste du vide et être une personne épanouie, on va mettre toutes les petites boules, des grains de sable, qui représentent ces choses simples de la vie, comme se sentir au chaud sous une couette, croquer dans une baguette de pain encore toute fraîche, ou bien simplement profiter du paysage sur un trajet que l'on fait tous les jours. Ces grains de sable sont des choses simples à trouver, et nombreuses, et sans elles, on ne remplirait pas le bocal. On pourrait croire qu'il faut juste constamment satisfaire nos désirs pour être heureux, et pourtant, je pense qu'on sait tous que c'est juste vain. D'ailleurs, nos désirs, parlons-en. Nos désirs nous poussent toujours à en vouloir plus, à être actifs, à se bouger pour les atteindre. Nous allons échouer, nous allons tomber pour mieux repartir, mais après tout, c'est d'ailleurs tout le message d'une autre saga de films incroyable, immense, c'est la saga des films Rocky. Alors, autant le temps les a permis d'être plus posés et lucides, mais le temps leur a tout de même volé leur naïveté et l'époque où ils étaient pleins d'espoir est bel et bien révolue. I was much more hopeful and naive, but the core and the way I was feeling things is exactly the same. It made me realize I haven't changed much at all. Ils vont aussi mettre un point d'honneur sur la nocivité de la nostalgie. Thinking of how hopeful I was that summer and fall, and since then it's been kind of I don't know. Memory's a wonderful thing if you don't have to deal with the past. Je pense sincèrement que cette phrase est applicable à n'importe quel âge. On passe son temps à se dire que c'était mieux avant, surtout en ce moment, on va pas se mentir. On regarde constamment derrière et devant soi en oubliant parfois où nous avons les pieds à l'instant T. À ce sujet, il y a le film Minuit à Paris de Woody Allen qui est pas mal, et qui va dire en gros que oui, c'était mieux avant, mais que c'est quand même pas mal aujourd'hui. Lorsque Céline va demander à Jessie ce qu'il ferait si c'était son dernier jour sur Terre, la première chose qui lui vient à l'esprit, de la magie qu'il y a dans le monde, en entendant par là la beauté du monde et des hommes. Et le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est dans une scène du film précédent. If there's any kind of magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone, sharing something. I know, it's almost impossible to succeed, but who cares, really? The answer must be in the attempt. Le film parle de lui-même. There's an Einstein quote I really like. He said, if you don't believe in any kind of magic or mystery, you're basically as good as dead. Et si c'était pas ça l'important au final? Garder une part de naïveté, de beauté. Le monde est tellement au bordel, réussir à croire à une forme de magie est le seul moyen que nous pouvons trouver pour garder la tête hors de l'eau, pour pas devenir cinglés. Je pense que les personnes qui rêvent le plus sont clairement les plus heureux.
Ok, donc jusqu'ici, on a deux personnages qui étaient rêveurs lors de la vingtaine, amers dans leur trentaine, car la vie les a rattrapés, et se dirigeant vers leurs 40 ans, comment est-ce qu'ils voient la vie maintenant ? When I was younger, I just wanted time to speed up. Why? Well, so I could be on my own, so I could be free from my parents and school and all that shit. You know, I just wanted to close my eyes and wake up and be an adult. And now I kind of feel like that happened and I just want everything to slow down. C'est donc ça le truc ? Être éternellement insatisfait et penser que nos meilleures années sont constamment derrière nous ? Pas vraiment. Et le film, à mon sens, ne part pas du tout défaitiste là-dessus, bien qu'il soulève des problèmes humains bien plus graves que dans les deux précédents. I mean, we always think we're evolving, but maybe we can't change that much. Tous leurs dialogues font écho avec ceux du précédent film, parce que ça, c'est typiquement quelque chose qu'ils disaient déjà dans Before Sunset, et c'est même quelque chose qu'ils vont répéter dans la scène finale. Summer 94. That's me. I'm that guy. Mais alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps ? And I just want everything to slow down. Avoir l'air plus vieux pour les jeunes, et avoir l'air plus jeune pour les vieux, on n'a pas besoin de regarder loin pour le constater. Aujourd'hui, cosmétiques et chirurgie te permettent d'atteindre plus ou moins ce but. Jessie et Céline vont amener autre chose que du haut de mes 21 ans, j'ai encore du mal à complètement saisir. You know what I think? I think it's from the time we leave our parents' house until we have kids. I mean, that's the only time your life is completely your own. C'est vrai que les premiers moments où tu débarques dans les études sup et où tu dois commencer à te débrouiller seul, le sentiment de liberté est tellement agréable. Mais alors là, ce qui veut dire, c'est que d'avoir des enfants te rend moins libre ? Dans un certain sens, oui, parce que ça nous pousse à faire des concessions, j'imagine. Mais fonder une famille reste avant tout un choix. Alors pourquoi vouloir entraver notre liberté comme ça ? Il y aurait alors quelque chose de plus important que ça ? Quelque chose qui nous fera accepter de tirer un trait sur bon nombre de nos projets ? Daydream delusion. Limousine eyelash. You have no idea where I came from. We have no idea where we're going. Lodged in life. Like branches in the river. Flowing downstream, caught in the current. I carry you. You'll carry me. That's how it could be. Don't you know me? Don't you know me by now? Great. Thanks. Thanks, man. Au-delà de proposer une réflexion sur le temps et ce qu'il peut nous offrir, la trilogie Before va avant tout mettre en scène une rencontre, une connexion. Comment elle se crée et comment elle perdure. Et j'aime voir ce concept de connexion pas uniquement pour des relations amoureuses, mais aussi pour des relations amicales ou autres. C'est pour ça qu'à mon sens, la trilogie Before ne se limite pas juste à une romance, mais est beaucoup plus riche que ça. Ces films vont décortiquer comment se créer, puis se développe une connexion. Jessie et Céline se rencontrent à un âge encore jeune, à un âge où on a encore en droit de se poser plein de questions sur qu'est-ce que le romantisme. You know, I've been wondering lately. Do you know anyone who's in a happy relationship? Yeah, sure. You know, I know happy couples. But I think they lie to each other. Yeah. Vis-à-vis de leur expérience personnelle, le romantisme leur semble être encore comme quelque chose d'irréalisable. Et c'est à peu de choses près ce qu'on est tous en droit de se dire. On va pas se mentir, on connaît tous des gens qui ont traversé ou qui traversent de profondes peines de cœur, et ça a de quoi nous décourager de nous investir. Et on en vient à annoncer des choses de ce genre. Well, I kind of see love as this escape for two people who don't know how to be alone, you know? Love is this totally unselfish, giving thing, but if you think about it, there's nothing more selfish. Nous lier à une personne pour nous faire penser qu'on est sur des valeurs de partage avant tout, alors que bon, c'est souvent au départ pour combler un vide en soi. Pourtant, même avec un discours aussi défaitiste, Jessie et Céline sont vite mis face à face avec leurs contradictions, dans ce qui est pour moi la scène la plus touchante du premier film. Loving someone and being loved means so much to me. I always make fun of it and stuff. But isn't everything we're doing in life a way to be loved a little more? C'est un point de vue qui est sujet à tellement d'interprétations, parce qu'il peut sembler plutôt naïf, mais j'ai envie de l'allier avec une phrase du troisième film. If we're ever gonna truly know one another, I mean, I think we probably have to get to know ourselves better first. Pour le coup, je vois très bien de quoi il en retourne, tellement je sais qu'il est compliqué d'aimer quelqu'un qui n'est pas équilibré. Aimer l'autre, oui, c'est beau. S'aimer soi-même, c'est encore mieux. Et il faut du temps pour s'en rendre compte. Et pendant ce temps-là, on peut beaucoup en souffrir. Jessie et Céline en ont fait les frais, puisqu'en les retrouvant 9 ans plus tard, cet amour si puissant les a détruits eux et leur espoir de romantisme.
It reminded me how genuinely romantic I was, how I had so much hope in things, and now it's like... Ayant évolué chacun de leur côté, le souvenir de cette nuit à Vienne n'a pourtant pas disparu et a éveillé un profond mal-être en eux. I put all my romanticism into that one night and I was never able to feel all this again. Like, somehow this night took things away from me and I expressed them to you and you took them with you. It made me feel cold, like if love wasn't for me. Memory's a wonderful thing if you don't have to deal with the past. Oui, encore cette phrase. Elle est bien plus riche qu'il n'y paraît. Memory is a wonderful thing and you don't have to deal with the past. Can I put that on a bumper sticker? No. Et c'est à force de remuer leur passé qu'ils se sont laissés ravager par le temps et les remords. I mean, I'm really happy only when I'm on my own. Even being alone, it's better than sitting next to a lover and feeling lonely. Et je pense bien que les célibataires pourront valider ça. Ok, lorsque je disais en introduction que ces films avaient réussi à me changer, ce n'est pas pour rien. Et l'extrait qui va suivre est... comment dire ? J'aurais aimé le comprendre plus tôt dans ma vie. I guess when you're young, just believe there'll be many people with whom you connect with. Later in life, you realize it only happens a few times. Il y a là quelque chose d'important, et qui est d'ailleurs répété dans le troisième film d'une façon sublime et poétique. Like a sunrise or a sunset or anything so ephemeral. We appear and we disappear. And we are so important to some, but we are just passing through. Toutes nos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont éphémères. On met tous du temps avant de s'en rendre compte, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de triste, c'est juste la vie. Et à titre personnel, je pense que c'est la meilleure leçon que m'ont rapporté ces films. Et par ailleurs, une des meilleures leçons que m'ont rapporté le cinéma, en règle générale. Cette doctrine est pourtant si simple à comprendre, mais si compliquée à digérer. Une fois qu'on a bien compris que chacune de nos relations sont vouées à un moment à disparaître, eh bien, on a beaucoup moins tendance à être blessé par l'abandon. Entretenir une relation demande de l'énergie, et soyons honnêtes, nous ne sommes pas multitâches, et la plupart du temps, notre énergie va se concentrer sur la chose qui nous apporte le plus de bonheur à l'instant présent. Et si ta relation fait partie du passé, il y a peu de chances qu'on ait envie de réinvestir de l'énergie dans cette relation. En fin de compte, le temps, la distance ou la mort aura quoi qu'il arrive raison de chacune de nos relations, qu'on le veuille ou non. I wonder if this idea of love affair that lasts forever is still relevant to us. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est le genre de phrase que l'on peut entendre lors de l'union de deux personnes. Mais alors, cela voudrait dire que le seul moyen de faire perdurer une relation serait le consentement, un engagement, une union? That I can't keep living like this, that there's gotta be something more to love than commitment. Jesse est marié, a une vie bien rangée et pourtant il n'est pas heureux. Le consentement ne l'a pas permis de réussir à tourner la page avec Céline comme il le souhaitait. Ce qu'il faut voir ici, c'est que l'engagement ne doit pas être une fin en soi, ne doit pas être l'objectif ultime, mais plutôt comme la conséquence d'une longue construction et d'une longue relation. Comme on le dit, c'est un peu cliché, mais l'important ce n'est pas la destination, mais le voyage. Men go out with me, we break up, and then they get married. And later they call me to thank me for teaching them what love is. And... De son côté, Céline a enchaîné les relations décevantes et tourne en boucle comme un disque rayé. Each relationship, when it ends, really damages me. I never fully recover. That's why I'm very careful with getting involved, because it hurts too much. Tout ce mal-être va exploser dans la voiture lorsque Jesse et Céline vont vider leur sac et déchaîner toute leur amertume et leur tristesse. You know, I guess I've been heartbroken too many times, and then I recovered. So now, you know, from the start, I make no effort, because I know it's not going to work out. I know it's not going to work out. You can't do that, you can't. But then I think that I might have given up on the whole idea of romantic love, that I might have put it to bed that day when you weren't there. Ils en viennent même à renier le bonheur qu'ils avaient ressenti dans le passé lors de leur nuit à Vienne. Oui, je ne vous apprends rien que lorsqu'on a vécu quelque chose d'intense et qui ne reviendra pas, on a tendance un peu à dénigrer ce souvenir pour pouvoir mieux vivre avec. Memory's a wonderful thing if you don't have to deal with the past. Oui, encore cette réplique. C'est même pas ma préférée en plus, mais elle est tellement déjà pleine de sens. Let me sing you a waltz. Le soleil s'apprête à se coucher sur Paris, tandis que la passion de Jesse et Céline renaît. Et on les retrouvera 9 ans plus tard dans le sud de la Grèce.
Jesse n'a jamais vraiment changé, ses questionnements sont toujours plus ou moins les mêmes. Il reste ce jeune adulte fasciné par le temps qui passe. All he could think about was that he was looking at something that was gonna die someday. He just couldn't get it out of his head. And I think that's so true. Now, everything is so finite. And this guy is caught in a loop where all he sees is the transient nature of everything, right? Like he looks out to sea and thinks of the day it's going to be dry and littered with fossils. He just thinks about death. Well, not so much death, right? It's just like transformation, you know, like he's seeing too far into the future. Céline, de son côté, est devenue une mère de famille, et mine de rien, devenir responsable d'autres personnes que soi-même est assez pesant. Et tout l'enjeu du film va être de voir notre couple seul, sans leurs enfants, afin qu'ils se reconcentrent sur leur relation, et de faire un genre de bilan. Et bon sang, ça valait le coup, tiens. On a appris à aimer ces personnages avec Sunrise, à les comprendre avec Sunset, et à présent, on va assister à leur destruction. Okay, so, all right, you have a boyfriend. Not anymore. Jeez, sorry to hear that. Et wow, que ce film est éprouvant lorsqu'on est attaché à ce couple. La colère de Céline et le cynisme de Jesse vont former un cocktail explosif qui va péter dans cette chambre d'hôtel où toutes les vérités vont être lâchées sans concession, pour le meilleur et surtout pour le pire. The only time I get to think now is when I take a shit at the office. I'm starting to associate thoughts with the smell of shit. Well, that is a good line. Il serait inutile de décrire en détail les motifs de leur dispute, l'essentiel à savoir, c'est que pour la première fois, leurs aspirations futures vont entrer en contradiction. Et cela va enchaîner sur les aveux de ce qui ne va pas entre eux. Après, je serais curieux d'avoir un avis opposé, mais il me semble que Jesse reste le plus sensé dans ses propos. Même s'il craque à plusieurs reprises et qu'il va dire des choses qu'il fallait clairement pas dire, malgré son évidente bonne foi. I love the way you sing, okay? I fucked up my whole life because of the way you sing. Alright, if you took 1/8 of the energy that you spend on bitching, whining, and worrying, if you put that energy into playing scales, I mean, you would be like fucking Django Reinhardt. Il va aussi être le rayon de soleil dans cette furieuse tempête dans un monologue brillant de sincérité. I'm giving you my whole life, okay? I got nothing larger to give. I'm not giving it to anybody else. If you're looking for permission to disqualify me, I'm not gonna give it to you. Okay? I love you. And I am not in conflict about it. Okay? But if what you want is like a laundry list of all the things about you that piss me off, I can give it to you. Malgré ça, Céline va quitter la chambre dans la réplique la plus assassine de cette trilogie. You know what's going on here? It's simple. I don't think I love you anymore. Ce qui va nous amener à la scène finale des 3 films où Jesse va remettre les choses en place dans ce qui me semble être une des répliques les plus lucides et intelligentes que j'ai pu entendre dans un film. If you want true love, then this is it. This is real life. It's not perfect, but it's real. And if you can't see it, then you're blind. All right, I give up. L'engagement, le consentement, c'est aussi ça. Après la beauté et les doutes, voilà que Linklater nous dévoile sa dernière facette de sa vision de l'amour, la douleur. Et ce n'est qu'en alliant ces 3 facettes qu'on arrive à une relation équilibrée. Savoir être là dans les bons comme dans les mauvais moments et avoir des doutes entre-temps, ça fait partie du contrat, qu'on le veuille ou non. Arrêter de penser tout le temps à sa personne, mais réussir à agrandir sa perspective et à prendre sur soi pour faire survivre sa relation, c'est tout l'enjeu de ce 3e volet qui vient conclure cette trilogie qui m'aura tant appris. Et puis en fin de compte, même si on sait que c'est pas facile tous les jours, on sait tous que le jeu en vaut la chandelle, pas vrai? Before Midnight est sorti en 2013, ce qui signifie que si suite il y a, elle devrait sortir en 2022 si on suit la logique des 9 ans séparant chaque film. Pourtant, contrairement aux 2 premiers volets, ce 3e opus a un sentiment d'achevé, et je peinerais à voir un 4e film qui pourrait facilement avoir le syndrome de la suite de trop. Après, les seules thématiques que je verrais pertinentes à traiter dans une éventuelle suite seraient de voir nos 2 cinquantenaires quitter leurs enfants qui s'en vont de leurs propres ailes et voir les conséquences qu'aurait pour eux ce retour aux sources. Ou bien une autre thématique que clairement personne veut voir, ça serait de les voir se séparer. Mais bon, de toute manière, aux dernières nouvelles, le trio Linklater Oke Delpy n'a pas prévu d'écrire cette suite, donc on reste tranquille. Update, j'enregistre ça pendant le montage et du coup je confirme qu'il n'y aura pas de 4e film. Parce que même si Linklater était plutôt chaud pour le faire, Delpy a préféré refuser car elle a tout simplement d'autres projets.
Je vous laisse avec un article en description si vous voulez plus d'infos. C'est compliqué de conclure un aussi gros morceau. Déjà, merci à toi si t'as laissé jusqu'ici, j'espère que tout mon blabla était plutôt intéressant. Comme tu peux l'imaginer, c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, et par ailleurs, c'était une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde sur YouTube français qui parle de cette trilogie, alors qu'elle porte des messages vraiment forts qui m'ont personnellement beaucoup marqué. Je pense que je l'ai bien montré avec cette vidéo. Du coup, j'espère qu'en les découvrant ou en les redécouvrant, vous retrouverez ce que moi, j'ai trouvé. Et je ne vois pas de meilleure conclusion qu'avec cette réplique de Céline. You know, I believe if there's any kind of God, it wouldn't be in any of us. Not you or me, but just this little space in between.